Merci, merci. Merci pour ces gentils mots d'accueil. Bonsoir à chacun. C'est un grand plaisir, en effet, pour moi de pouvoir être à Charleroi avec tant d'amis dans la salle. Et je remercie M. Asquin, le secrétaire perpétuel de l'Académie, de me donner cette occasion d'intervenir à Charleroi. Parce que c'est vrai que j'interviens beaucoup plus à Liège qu'à Charleroi et j'espère que maintenant on va récupérer, ne serait-ce que déjà avec cette première rencontre d'aujourd'hui. Je vais vous parler de géopolitique. Et pour pouvoir le faire, il faut connaître le passé. Et ce n'est pas M. Asquin, qui est historien, qui va me contredire. Si on veut comprendre le présent et préparer le futur, il faut connaître le passé. Et donc je vais commencer une partie assez longue sur ce qu'a été la géopolitique de l'énergie dans le passé. Et à tout seigneur, tout honneur, puisque nous sommes à Charleroi, commençons par ce qui s'est passé dans notre pays noir de Charleroi. C'était la situation au début du XXe siècle. Les corons avec les charbonnages. N'oublions pas quand même que cette région a été le berceau de nombreuses industries. Charleroi, c'est l'histoire du verre, c'est l'histoire de la sidérurgie, c'est l'histoire de la chimie, c'est l'histoire de toute l'industrie mécanique et bien entendu l'histoire du charbon. Les gens sont les mêmes, les industriels sont les mêmes. J'espère que nous allons redevenir un jour le centre du monde. Comme cela l'a été pendant de longues décennies, au XXe siècle et même au XIXe siècle. Le père de M. Asquin, qui nous reçoit, a publié ce livre, Les grandes colères du pays noir. Et il retrace les aventures de l'industrialisation avec la dimension sociale fondamentale qu'il y a eu dans notre pays de Charleroi. Et la préface de ce livre, que le grand-père des enfants de M. Asquin dédiait à sa progéniture, c'était pour qu'ils sachent d'où ils viennent, pour qu'ils mesurent le chemin parcouru, pour qu'ils n'oublient jamais les leçons et les erreurs du passé. Et dans la géopolitique, il faut savoir d'où on vient, quel est le chemin parcouru, et qu'on n'oublie pas les erreurs du passé. Je vais vous montrer que nous avons fait des erreurs. Je dis nous collectivement. C'est normal, dans la vie, nous faisons tous des erreurs. Mais comme le disait M. Asquin, il ne faut pas oublier les erreurs pour ne pas les répéter. Il faut même les dire, les identifier, parce que sinon, on risque de ne pas croire que ce sont des erreurs. Et je vais vous en montrer plusieurs dans le cadre de cette conférence. Je vous présente ici le charbonnage où mon père a travaillé, à Souvray, le 6 Perrier, qui était un des charbonnages de Monceau-Fontaine, cette grande société de charbonnage dans les environs. Et je vous présente mon père qui est là, au milieu, avec la famille qui venait d'Italie. Et pourquoi cette photo? Il y a quelqu'un dans la salle dont le père est... Il est là, ce monsieur dans la salle, voilà. Il se reconnaîtra. Pourquoi cette photo? Parce que c'était la fierté, le charbon, à l'époque. Ces gens qui venaient de l'étranger, on les amenait voir ce qu'est un charbonnage. C'est un peu comme si aujourd'hui quelqu'un arrive dans un pays très lointain et on l'amène devant un panneau photovoltaïque ou une éolienne. C'était la réalité, c'était la gloire. C'est ce qui a permis de gagner la bataille du charbon, c'était une réalité. Une photo politiquement incorrecte, mon frère qui est dans la salle, qui rentre du charbon, on faisait travailler les enfants. C'était la réalité du pays noir. On se chauffait grâce à ça, on faisait fonctionner l'économie jusqu'au jour où il y a eu la fameuse catastrophe de Marcinelle. Et là, on a commencé à déchanter. 262 morts, un accident stupide, comme tous les accidents. Et cela a été un tournant dans la vie du charbonnage, pas seulement à Charleroi,
mais en Belgique. Et pas seulement en Belgique, mais dans toute l'Union européenne. Parce qu'à ce moment-là, la CECA naissante s'est mise à l'œuvre pour réduire les accidents dans les charbonnages. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi on a créé la CECA. C'était pour corriger une erreur du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la CECA est née donc avec la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Pourquoi le 9 mai? Parce que c'était le lendemain du 8 mai. 5 ans et 1 jour après la fin de la guerre. Et Robert Schuman, ce grand visionnaire, avec M. Monnet, ont dit on va mettre ensemble les instruments pour faire la guerre. Quels étaient les instruments dans les années 50 pour faire la guerre? L'énergie. L'énergie de l'époque, c'était le charbon. Et l'acier, parce qu'il fallait faire des canons. Et la trouvaille de Robert Schuman et de Jean Monnet ont été de dire on va mettre ensemble les instruments pour faire la guerre de manière à ce qu'on ne fasse plus la guerre. Ce n'était pas simplement créer un marché commun, mais c'était également améliorer les conditions de travail des ouvriers mineurs et des ouvriers de la sidérurgie. On l'oublie, le traité CECA, ce n'était pas simplement pour faire un marché commun, mais c'était également pour toute la dimension sociale, toute la question de sécurité. On vient de voir une photo de Marcinelle. Monsieur de Greef, qui m'a engagé à la Commission européenne, était un de ces couristes à Marcinelle. Il a été traumatisé quand il a vu les morts. Et ensuite, il est tout de suite passé le plus vite, rapidement possible à la CECA, parce qu'il avait vraiment été traumatisé. Et régulièrement, il m'expliquait combien la CECA a été importante pour créer des conditions de travail pour la population des houillères et la sidérurgie. Donc ne pensons pas que l'Europe, c'est uniquement le marché. Quand on vous dit ça, on vous trompe. Il y a toujours eu, et encore aujourd'hui, une dimension sociale à l'Europe. Je vous disais qu'on a voulu faire la paix en mettant ensemble le charbon et l'acier. Il a fallu attendre trop longtemps, j'estime, pour qu'on reconnaisse la valeur de l'Union européenne en tant que facteur de paix dans le monde. En intégrant d'abord avec le charbon et l'acier, et ensuite avec l'uranium, l'euratom, et ensuite avec le marché commun, et ensuite avec toute l'intégration européenne que vous connaissez aujourd'hui, nous sommes parvenus enfin à être reconnus. Et on a obtenu le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix parce que le charbon et l'acier ont conduit à la paix. Je vous présente la rue de la paix à Roux. Il y a des gens qui habitent cette rue dans la salle. On a appelé cette rue, qui n'existait pas avant, on l'a appelée la rue de la paix, dans les années 50. Et on a construit la cité de la paix, avec toutes des noms de rues de bataille. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui habitent dans cette cité de la paix ont oublié que cette cité a été construite juste après la terrible guerre mondiale et qu'on était dans une période où on était fiers de la paix. Je suis né dans cette rue-là, la rue de Stalingrad. Une bataille terrible, une hécatombe. Pourquoi cette bataille de Stalingrad? Pour l'énergie. Parce que les nazis avaient besoin de pétrole pour continuer la guerre. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de pétrole en Allemagne. Par contre, il y avait du pétrole à Bakou, sur la mer Caspienne, et on va y revenir peut-être tout à l'heure. Et au lieu de continuer vers Moscou, ils ont bifurqué vers la mer Caspienne, et heureusement, grâce au sacrifice de l'armée russe, soviétique à l'époque, ils ont été arrêtés à Stalingrad. La bataille de Stalingrad, c'était une bataille pour le pétrole. Parce que sans pétrole, il n'y a pas de transport. Sans transport, il n'y a plus rien qui fonctionne.
C'est pour ça que la géopolitique de l'énergie est importante. Ce n'est pas un caprice de personnes qui veulent étudier, ce n'est pas un caprice de gens qui veulent mettre de l'argent dans leur poche. C'est le sang de l'économie. Je vous ai dit qu'on a fait des erreurs. Une grave erreur a été le traité de Versailles en 1919. Et pour punir l'Allemagne en 1919, les Alliés ont décidé de pénaliser l'Allemagne sur quoi? Sur l'énergie. On a interdit à l'Allemagne de consommer à peu près la moitié, enfin on les a obligés, pardon, de consommer à peu près la moitié du charbon qu'ils consommaient avant la guerre. Mais que s'était-il passé avant cette guerre? La population rurale, agricole d'Allemagne avait conflué vers les bassins sidérurgiques et houillers, dans la Sarre, dans la Ruhrgebiet, et donc des foules énormes avaient quitté les campagnes pour aller travailler dans l'industrie naissante. Et du jour au lendemain, on dit à ces gens-là, vous n'avez plus que la moitié d'énergie pour vivre. Est-ce que vous sauriez vivre avec la moitié d'énergie que vous avez? Depuis des années qu'on parle de faire des économies d'énergie. Qui a coupé de moitié sa consommation d'énergie? De moitié? Oh là, bravo! La guerre de 1945 est venue à cause de cette erreur stratégique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le fameux économiste M. Keynes qui participait à cette conférence et qui a écrit un livre en tant qu'économiste et qui démontrait que c'était un suicide de faire cela. C'est pour ça que Schuman est revenu avec une autre idée. Plutôt que d'utiliser l'énergie pour pénaliser, utilisons l'énergie pour intégrer. C'est ce qui s'est passé avec la création de l'Union européenne. Quelques années après le traité de Versailles, Churchill, j'ai pris une photo de quand il était âgé, mais quand il était beaucoup plus jeune, il était amiral de la flotte de Sa Majesté, et on lui avait dit, vous savez, pour gagner la guerre, il faut que nos navires aillent plus vite, et donc ils doivent être plus légers. Et au lieu d'utiliser du charbon, on devrait utiliser du fioul, du mazout. Et Churchill a répondu, oui, mais nous n'avons pas de produits liquides, nous n'avons que du charbon. Et c'est à ce moment-là, dans la préparation du dépècement de l'Empire ottoman, que les Anglais savaient très bien ce qu'ils devaient prendre, et les Français ont été naïfs. Les Français ont pris la partie ouest de l'Empire ottoman, les Britanniques ont pris la partie est, où il y avait les richesses pétrolières de l'Irak, de l'Iran d'aujourd'hui. Quelques années plus tard, à la suite, le lendemain d'ailleurs, de la conférence de Yalta sur la mer Caspienne, le président Roosevelt a demandé de rencontrer le roi Ibn Saoud, le nouveau roi de l'Arabie saoudite, sur ce bateau qui s'appelle le Quincy. Et il baignait sur le lac Amer dans le canal de Suez. Et l'accord entre les Américains et les Saoudiens était de dire on ne va pas laisser le pétrole uniquement aux Britanniques, il faut que nous pénétrions également au Moyen-Orient parce qu'il y a beaucoup de ressources pétrolières et l'avenir du monde va en dépendre. L'accord du Quincy, donc ce bateau, qui a été signé à l'époque, le 14 février 1945, le jour de la Saint-Valentin, a ouvert la porte aux États-Unis pour l'ensemble de la péninsule arabique, et pas uniquement l'Arabie saoudite. Et cet accord est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette relation privilégiée entre États-Unis et Arabie saoudite, et on va y revenir aussi tout à l'heure. Un saut de quelques années, 1967, la guerre des 6 jours. Quelques années après, le colonel Kadhafi prend le pouvoir en Libye. Quand on prend le pouvoir, on a besoin d'argent pour asseoir son pouvoir. Or, dans le domaine du pétrole,
Il faut savoir que s'il n'y a pas de stabilité, il ne peut pas y avoir de production. C'est une constante dans l'histoire du pétrole. Les producteurs de pétrole, que ce soit les pays producteurs ou les compagnies pétrolières, ont besoin de stabilité. Quand on vous dit qu'on organise des révolutions, c'est l'inverse. La preuve, la voici. M. Kadhafi prend le pouvoir. La première conséquence d'une prise de pouvoir par la force, c'est une chute de production. Parce que le pays a besoin de stabilité. Et depuis lors, vous voyez les montagnes russes qui correspondent, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, aux aléas créés par M. Kadhafi. Mais avec une production de l'ordre de 3,5 millions de barils par jour qui chute à 1,5 million de barils par jour, ben, il n'y avait plus d'argent pour la révolution. Il n'y avait plus d'argent pour montrer que c'est mieux du temps de M. Kadhafi. Et donc M. Kadhafi a dit il faut trouver une solution pour que le prix du pétrole augmente, pour que j'ai plus d'argent, pour compenser cette perte. Mais il l'a trouvé facilement, puisque Israël avait gagné une guerre, et donc il y avait, de la part de M. Kadhafi, la tentative de dire on va utiliser Israël pour faire remonter le prix du pétrole. On va voir les conséquences dans quelques minutes. Quelques années après, la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir. Ceux-ci ne croyaient pas que ce sont des pilotes d'Air France, hein. Ce sont des agents secrets français, parce que c'est la France qui a organisé ce coup d'État de la révolution islamique en Iran. De nouveau, quelle est la conséquence? Révolution islamique, chute immédiate de la production de pétrole. Vous voyez la montée en puissance de la production de pétrole de l'Iran du temps du Shah? 6 millions de barils par jour. Aujourd'hui, ils en sont à 3,5. Ils ne parviennent même pas à produire 60% de ce qu'ils produisaient il y a 40 ans, 45 ans. Le pays a besoin de stabilité, a besoin de technologie s'il veut produire du pétrole. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des imams qui conduisent le pays. La préoccupation est encore plus grande, puisque, comme vous le voyez, la consommation interne de l'Iran est en croissance. Et comme la production n'augmente pas, l'exportation diminue. Moins d'exportation, moins d'argent, le pays est en crise, on va y revenir. La conséquence de ces chocs pétroliers, premier choc et deuxième choc, 73-79. Ceux qui ont mon âge se souviennent de cela, les dimanches en voiture. On a paniqué. On a vraiment paniqué. Parce que sans pétrole, l'économie croulait. Il a fallu réagir. On va voir comment. Mais il y a eu un autre argument qui a conduit à cette crise pétrolière. M. Kadhafi, en fait, a utilisé l'arme qu'on lui a donnée, ou plutôt le bâton qu'on lui a donné pour nous frapper. Au début des années 70, on nous a martelé, mais tous martelés, et moi y compris, et j'ai été formaté pour croire qu'il n'y avait plus de pétrole. Qui le disait? Le Club de Rome. Halte à la croissance, traduit en plus de 30 langues, est vendu en 30 millions d'exemplaires. Le monde entier a été convaincu par le Club de Rome qu'il faut arrêter la croissance. D'ailleurs, c'est le discours d'aujourd'hui aussi. Ça va tellement mal qu'il n'y a plus de pétrole. La preuve, l'ordinateur le dit. Les modèles qu'on fait tourner sur les ordinateurs le disent. Et voici ce que disaient les modèles. En 1973, il restait 67 milliards de tonnes de pétrole. D'après les modèles, on était en 1980 à 90 milliards de pétrole, c'est-à-dire que tout était épuisé en 2000. C'est ça qu'on a dit à M. Kadhafi. En 2000, il n'y aura plus de pétrole tellement il y en a peu. Et donc M. Kadhafi a dit « Ah, ben, vous croyez qu'il n'y a pas de pétrole, vous allez le payer cher maintenant. » On s'est complètement trompé.
Les réserves de pétrole aujourd'hui, comme on va le voir, sont d'environ 240 milliards de tonnes de pétrole. Ce livre, L'énergie et le compte à rebours, du Club de Rome, disait que, voilà, on ne peut pas continuer, vous voyez, beau titre, compte à rebours. Dans ce livre, il n'est nullement question du gaz naturel. Et vous allez voir dans quelques minutes combien cela est important dans la géopolitique d'aujourd'hui. On s'est trompé complètement en faisant quoi? En croyant des modèles d'ordinateurs qui vous prédisent le futur. Quelles étaient les réserves de pétrole le 28 août 1859? Vous allez me dire que vous n'êtes pas des spécialistes de la géopolitique pour répondre à cette question. Et pourtant, vous connaissez la réponse. Mais vous ne connaissez pas la date, peut-être. C'est la veille où on a produit du pétrole pour la première fois avec un puits de pétrole creusé de main d'homme. Les réserves, la veille de la production de pétrole, étaient de 0. Parce qu'une réserve n'est pas une notion géologique. Une réserve est une notion économique. La ressource est une notion géologique. La réserve dépend de la technologie et du prix que vous êtes disposé à mettre pour obtenir ce produit. Or, la technologie ne cesse d'évoluer et le prix ne cesse d'évoluer. Conclusion, toutes ces prévisions de réserve, et encore celles qu'on fait aujourd'hui, n'ont aucun sens. Une réserve dépend de la technologie et du prix. Si vous ne connaissez pas la technologie dans 20 ans, vous ne pouvez pas estimer les réserves dans 20 ans. Et comme personne ne connaît la technologie dans 20 ans, personne ne connaît les réserves de pétrole. C'est aussi simple que ça. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la triste réalité. On ne sait pas prévoir les réserves de pétrole. Ce qu'on sait, c'est que les ressources sont finies, bien entendu. Et si on continue à puiser, un jour, il n'y en aura plus. Mais personne ne peut prédire quand. C'est fondamental. Quand on a compris qu'il n'y avait plus de pétrole, qu'on était dans les mains des pays du Moyen-Orient et de M. Kadhafi en particulier, on s'est dit, on doit réagir. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a commencé à parler d'économie d'énergie. Donc, je félicite madame ou monsieur, là, je ne vois pas bien dans le fond de la salle, qui a coupé par 50 ses consommations d'énergie. On a fait ça, on a commencé à parler d'isolation, on a commencé à parler d'utilisation rationnelle de l'énergie, et encore aujourd'hui, c'est une grande politique qu'il faut mener parce qu'il n'y a aucun sens à gaspiller de l'énergie. Non seulement parce que ça pollue, mais parce que c'est une ressource, on ne jette pas de l'argent par la fenêtre. Mais on s'est mis aussi à découvrir des nouvelles formes d'énergie, les énergies alternatives. J'ai pris ces photos dans National Geographic de 1981, vous voyez que c'est pas vieux, pas nouveau, pardon. On essayait de faire voguer des bateaux comme dans le temps, avec des voiles, mais cette fois-là avec des voiles métalliques. On a essayé de produire des biocarburants à partir de toutes sortes de produits, y compris, comme sur cette photo, des algues, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et bien entendu, on a essayé de faire voler, on a fait voler des avions solaires. Le Solar Impulse n'est pas le premier exemplaire d'avion solaire. Le problème, c'est que le prix du pétrole a chuté et la géopolitique a complètement basculé. Et donc, je rentre maintenant dans la deuxième partie de ma présentation. Où en sommes-nous aujourd'hui, après avoir passé en revue le passé? Au niveau de l'Union européenne, nous avons lancé au mois de février une nouvelle stratégie qui s'appelle l'Union de l'énergie. C'est toujours le même objectif, essayer d'avoir plus d'énergie abordable pour tout le monde, citoyens et industrie, qui soit le plus propre possible, durable, qui ne soit pas soumise aux aléas géopolitiques. Et mercredi prochain, le 18, le vice-président de la Commission européenne, M. Šefčovič, va faire un rapport sur l'ensemble des visites qu'il a menées dans les États membres de l'Union européenne pour discuter de cette
de comment les États membres voient cette stratégie. 5 piliers dans cette stratégie qui a été lancée en février dernier. Tout d'abord, nous devons assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Nous importons aujourd'hui, grosso modo, 55% de notre consommation d'énergie. Les Japonais en importent 95-96%. Vous voyez que c'est nettement différent par rapport à nous. Mais malgré tout, nous devons gérer cette dépendance trop forte. Ça fait partie de la stratégie de sécurité d'approvisionnement énergétique et je vais vous en montrer quelques éléments. Deuxièmement, achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz. L'Europe est en retard dans ce domaine. La Commission européenne, depuis 22 ans maintenant, pousse régulièrement pour que chacun puisse acheter son énergie, et en particulier l'énergie électrique et le gaz, où il veut. Vous voyez bien que c'est difficile. Les États membres ont des intérêts divergents. Chacun veut défendre son champion national. La conséquence, c'est que nous n'avons pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé il y a plus de 20 ans. Il faut donc maintenant achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz. Troisième pilier, économiser l'énergie, modérer la demande, avoir une utilisation beaucoup plus rationnelle de l'énergie. Vous connaissez maintenant tout ce système d'étiquetage, n'est-ce pas? Bon, j'ai été à la base de tout cela aussi, et je crois qu'on a fait des progrès énormes, mais il faut continuer de manière à ce qu'on cesse de gaspiller l'énergie. Et d'ailleurs, le slogan est nouveau. Energy efficiency first. En français, d'abord l'efficacité énergétique. Quatrième pilier, c'est celui de la conférence de Paris, la COP21 dont vous entendez parler tous les jours, avec à l'intérieur de ceci, ce que je vais vous présenter dans quelques minutes sur les énergies renouvelables. Et enfin, on retourne aussi à ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure avec la CECA, il y a toujours dans les politiques européennes un volet de recherche et développement. Nous devons préparer des solutions à long terme. On ne doit pas se contenter de viser 2020, 2030. On doit préparer ce qui va se passer en 2050 ou en 2100, parce qu'on aura besoin d'énergie, il ne faut pas rêver. On a toujours besoin d'énergie, c'est la physique qui le dit. Et donc, il faut trouver des solutions beaucoup plus durables, moins contraignantes du point de vue géopolitique, sur le long terme, et on va y revenir tout à l'heure. L'objectif de l'Union européenne pour 2020, c'est 20% de réduction des gaz à effet de serre, 20% de production d'énergie renouvelable et 20% d'économie d'énergie par rapport à 1990. Nous avons des objectifs qui sont présentés à Paris dans 15 jours. Pour 2030, on a un objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre, du CO2 si vous voulez, 27% au moins d'énergie renouvelable et 27% d'économie d'énergie d'ici 2030. Ce sont des objectifs ambitieux. Ce n'est pas facile à obtenir. Mais la position de l'Union européenne a été déjà fixée l'année dernière au mois d'octobre, il y a plus d'un an, qu'on a choisi notre stratégie pour la COP 21. Vous entendez de ces jours-ci qu'il y a des difficultés entre les régions belges au sujet de la répartition de la production des énergies renouvelables et de la charge que cela occasionne. Il faut quand même dire une chose, si on se dispute pour voir qui doit prendre le plus le poids, c'est que ce n'est pas si rentable que ça. Ça me semble évident. Parce que si c'était rentable, on se disputerait pour en faire plus. Or ici, les régions sont en train de se disputer pour en faire moins. Figurez-vous que c'est un peu comme ça aussi au niveau de l'Union européenne, à la grande surprise de la Commission européenne. Nous avions pour 2020 des objectifs qui étaient contraignants pour les États membres. La Belgique, pour 2020, a un objectif contraignant, obligé de faire 13% d'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'il y a cette dispute entre les régions en Belgique. Quand on a proposé le 27%, le Conseil européen a accepté, mais il a dit
plus question d'avoir des objectifs contraignants pour les États membres. C'est l'Union européenne qui doit le faire. Mais c'est qui l'Union européenne? Ce sont les États membres. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qui a changé entre la définition des objectifs qui ont été faits en 2008. Je suis à la base de tout cela, hein, 2008. Les objectifs qui ont été proposés en 2014, et là il y a eu un changement. On a dit, ah non, non, maintenant ce ne sont plus les États membres qui doivent le faire, c'est l'Union européenne. Nous sommes préoccupés au niveau de la Commission européenne parce que cela veut dire qu'on ne sait pas finalement qui doit faire les efforts pour obtenir cet objectif. Alors la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est de dire on va faire une revue périodique de manière à ce qu'on voit si on s'approche, oui ou non, du fameux objectif de 27%. Rapidement, et puis on passe à la géopolitique, vous voyez que la production d'énergie renouvelable est en forte croissance dans l'Union européenne, 15% d'énergie renouvelable dans l'Union européenne. Et je voudrais insister pour vous dire que plus de 60% dans le passé et plus de 63% aujourd'hui de l'énergie renouvelable, c'est le monde végétal. La biomasse, le bois, surtout le bois, un peu les résidus agricoles. Et le reste dans le temps, c'était de l'hydraulique. Ce l'est encore aujourd'hui, environ un tiers. Et vous voyez que le solaire et le vent dont tout le monde parle, c'est pas beaucoup. Non seulement c'est pas beaucoup dans les énergies ici, mais en fait, ceci représente tout cela. Donc la partie éolienne et solaire, c'est pas grand-chose dans le bilan de l'Union européenne. Donc, pensons aussi qu'il y a autre chose que le solaire et l'éolien quand on parle d'énergie renouvelable. C'est beaucoup plus vaste. Voilà, j'ai terminé sur le renouvelable et les économies d'énergie. Je commence mon cours à l'université avec ce tableau. Un tableau noir, avec des règles simples d'arithmétique. 100 moins 15 égale 85, 100 moins 27 égale 73, 100 moins 22 égale 78. Si vous avez compris ça, vous avez compris la géopolitique de l'énergie. Enfin, à peu près. 15%, c'est ce que je viens de vous dire. Nous avons 15% d'énergie renouvelable en Europe. Donc nous avons 85% qui n'est pas renouvelable. L'objectif pour 2030, c'est 27%. Donc 73% en 2030, ça ne sera pas de l'énergie renouvelable. Je ne vous ai pas encore dit, bien que c'était là, c'est 15% de l'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie que vous, mesdames et messieurs, et moi, utilisons. L'électricité, le chauffage, le carburant automobile. Mais ça, ce n'est pas l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est le pétrole, l'uranium, le gaz, le vent, le soleil, l'eau, le charbon. Si vous transformez l'énergie finale en énergie primaire, vous avez toujours les pertes. Les pertes des centrales, les pertes des réseaux, etc. Et donc ce 27% en énergie finale correspond à 22% en énergie primaire. Ce qui veut dire qu'en 2030, si les États membres font ce qu'ils ont promis que l'Union européenne va faire, nous aurons 78% qui ne sera pas énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on doit parler d'énergie fossile, monsieur. Ce n'est pas parce que c'est bien, ce n'est pas parce que c'est sympa, c'est parce que c'est une nécessité. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces chiffres, ce sont des chiffres où l'Union européenne va se battre à Paris pour défendre ce 27%. Mais la réalité de la soustraction fait que, ben oui, on est dans un monde, et vous allez voir encore être étonné un peu plus loin, où on a besoin des énergies fossiles. La preuve, c'est que l'objectif numéro 1 de la sécurité d'approvisionnement de l'Union de l'énergie que je vous ai présenté, c'est la sécurité d'approvisionnement.
C'est pour ça que nous sommes préoccupés. Comment allons-nous faire pour avoir toute cette énergie? Ceci ne veut pas dire qu'il faut arrêter les énergies renouvelables, que les énergies renouvelables, c'est pas bien, que les économies d'énergie, c'est pas bien. C'est simplement qu'il ne faut pas avoir d'idées manichéennes. On a besoin de tout. Vous avez ici, dans ces deux parties, le prix du pétrole qui a augmenté lors de la première guerre du Golfe, lorsque M. Saddam Hussein avait envahi le Koweït, et la deuxième guerre d'Irak, la guerre où M. Saddam Hussein a été chassé. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu une perturbation au Moyen-Orient, le prix du pétrole a explosé. En fait, c'est comme ça depuis que les Britanniques sont rentrés au Moyen-Orient, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça a toujours été comme ça. La moindre perturbation géopolitique, de stabilité, perte de stabilité au Moyen-Orient, crise, a fait flamber le prix du pétrole. On est rentré dans une nouvelle ère. Il y a le chaos au Moyen-Orient et le prix du pétrole chute. Première fois dans l'histoire de l'énergie. Il y a le feu dans tout le Moyen-Orient. Et où il n'est pas visible, il couve. Et pas seulement au Moyen-Orient, au Nigeria également. Pas des enfants de cœur, ils produisaient 12 millions de barils par jour avant les événements. Maintenant, ils ont chuté en 2014 à 10 millions de barils par jour. Ce sont des grands producteurs de pétrole. Et pourtant, le prix du pétrole a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. J'ai appelé ça la fin de la quarantaine. La quarantaine, c'est 40 ans. Dans la Bible, il y a le peuple hébreu qui passe 40 ans dans le désert. Le mot quarantaine est resté aussi lorsque personnes sont malades et on les met en quarantaine. Nous avons vécu une quarantaine de 1974 à 2014. Le titre de ce livre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'éditeur. Moi, j'avais mis comme titre « La quarantaine est terminée ». Mais bon, les commerciaux ont des autres idées que les ingénieurs. J'ai appelé ça aussi, ça il l'a laissé, la contre-révolution énergétique. De quoi s'agit-il? 5 piliers de nouveau dans cette contre-révolution énergétique. UNCLOS, je vais vous expliquer, rassurez-vous. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de pétrole conventionnel qu'on ne l'imaginait. Troisièmement, il y a beaucoup plus de gaz conventionnel qu'on ne l'imaginait. Quatrièmement, il y a eu une grosse surprise avec le gaz de roche-mère, qu'on appelle erronément gaz de schiste. Mais le gaz de roche-mère, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le pétrole de roche-mère. Et figurez-vous que ces progrès, ces changements qui ont conduit à la contre-révolution énergétique sont des résultats de la technologie. Ce sont des ingénieurs qui sont à la base de tout cela. UNCLOS, non. UNCLOS a été poussé par Ronald Reagan. Mais grâce aux ingénieurs, ce que Reagan avait imaginé est devenu une réalité. C'est quoi cette UNCLOS? C'est en anglais United Convention of the Law of the Sea, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On a tous entendu parler quand on était enfant qu'il y avait des eaux territoriales, 12 000 marins où la police peut agir, etc. Mais au-delà, il n'y avait pas de définition, au-delà des 12 000 marins, si ce n'est le droit universel des marins de pouvoir circuler sur toutes les mers. Droit universel qui n'a pas été changé par cette Convention du droit de la mer. Par contre, la Convention des Nations Unies a défini ce qu'on appelle une zone économique exclusive de 200 000 marins, 370 km, où un État côtier peut déclarer que depuis sa côte
jusqu'à 370 km, il peut explorer la mer. La pêche, ce n'est pas tellement un problème, mais il peut mettre une éolienne, personne n'a rien à lui dire. Il peut mettre des câbles, il peut mettre des pipelines. Il peut aussi produire du pétrole et du gaz dans cette zone. C'est tellement important que tous les États membres, les États membres des Nations Unies, se sont empressés de définir une zone économique exclusive. Pas l'Autriche, puisqu'elle n'a pas la mer. Et le résultat a été un changement géographique en profondeur. Voici l'Europe. Vous voyez que la Méditerranée a disparu. La mer Noire a disparu. La France ne s'arrête plus à Brest, mais à 370 km à l'ouest. Et l'Espagne, idem. D'ailleurs, le Portugal touche presque les îles de Madère. Ça change toute la géographie. Pourquoi? Parce que tous les géologues savent que le long des côtes, c'est rempli de roches sédimentaires et que dans les roches sédimentaires, on trouve généralement des hydrocarbures. C'est pour ça que M. Reagan a demandé qu'on fasse cette convention. Parce qu'il voulait qu'on produise du pétrole ailleurs qu'au Moyen-Orient, pour se libérer de M. Kadhafi et de tous les poids des autres qui ont utilisé le pétrole comme arme géopolitique. Vous voyez que Malte, c'est un point, tout d'un coup, il devient très important dans la Méditerranée. On va voir des exemples concrets d'application de cela. Deuxième raison de la contre-révolution énergétique, c'est la révolution technologique qu'il y a eu dans la production pétrolière. Nous sommes habitués à voir des révolutions technologiques tous les jours avec notre téléphone mobile, nos voitures de plus en plus performantes, avec de l'électronique embarquée, les avions, etc., les satellites. Nous n'avons pas l'habitude d'aller nous promener dans une plateforme pétrolière. Et donc nous ignorons, en tant que citoyens, la révolution qu'il y a eu dans le domaine pétrolier. Le résultat de la révolution, vous l'avez sous les yeux. Une diminution énorme des coûts de prospection et des coûts de production, qui fait que les réserves de pétrole ne cessent d'augmenter. Le Club de Rome nous a bien eus. Hein. Mais pire que ça, ce même graphique représenté en pourcents, vous voyez que le poids du Moyen-Orient est en train de chuter. Il reste incontournable. Le Moyen-Orient restera pendant longtemps le cœur du pétrole. Mais son poids géopolitique est en train de diminuer, comme vous le voyez, puisqu'il y a de plus en plus de pétrole qu'on peut chercher où on n'a pas d'ennui, où il y a la stabilité. Et c'est ça que recherchent les compagnies pétrolières. On ne veut pas de soucis, on ne veut pas d'ennui géopolitique, on ne veut pas qu'il y ait des embargos, on veut simplement produire le pétrole que les gens demandent. Et on va aller le faire où on nous invite. On n'a pas d'ennui. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ce tableau, juste quelques mots pour vous dire que le résultat du premier appel d'offres qui a été fait en Irak après le renversement du régime a été ce qu'on appelle des contrats de service. Les compagnies pétrolières que voici, vous voyez que du monde entier, et pas uniquement des États-Unis, se sont proposés pour produire du pétrole avec 7,5 millions de barils par jour. Pour l'instant, l'Irak en produit 2,3 millions de barils par jour. Et ils ont signé des contrats avec les autorités irakiennes pour produire pendant 20 ans le double de ce qu'ils produisent aujourd'hui. Et vous avez ici, sur la dernière colonne, l'argent qu'ils reçoivent pour produire un baril de pétrole. Vous voyez bien, c'est 2, ce n'est pas 20. Vous voyez bien, c'est 1,9, ce n'est pas 19. Le coût pour ramener un baril de pétrole en Irak à la surface, c'est moins de 2 $ le baril. Et c'est comme ça dans tout le Moyen-Orient. Contrat signé pendant 20 ans. Tout le monde l'a compris. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans une nouvelle ère
du monde du pétrole. Et pour moi, le baptême de cette contre-révolution dont je vous parle a été cette réunion à Genève en 2013, où les Iraniens ont accepté de négocier. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'on a tourné la page de la quarantaine. On ne peut plus utiliser l'arme du pétrole aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à une clause. Ça met en colère les Saoudiens, parce que ça remet en selle les Iraniens dans le monde géopolitique. Et comme vous le savez, ce sont les grands ennemis en tant que puissance qui essaie d'avoir l'hégémonie dans la région. Ça a mis en colère Israël, parce que l'Iran, comme on disait dans le temps, rentre dans le concert des nations. Et tout ça a été préparé aussi avec la Russie. Un véritable chamboulement de la géopolitique de l'énergie. Tout cela a été annoncé depuis longtemps. Et il y a quelques mois, le 14 février, quand l'accord a été finalement signé, j'ai signé cette page dans La Libre, où, si vous analysez l'accord qu'on appelle l'accord nucléaire iranien, en fait, vous vous apercevez que le mot pétrole apparaît 65 fois. L'accord iranien, c'est certainement un accord nucléaire, bien sûr, pour essayer de limiter le nombre de centrifugeuses, l'enrichissement, bien entendu. Mais c'est aussi un accord pour permettre à l'Iran de revenir en force dans le monde du pétrole. D'ailleurs, tout cela a été bien préparé. Vous voyez que ceci date de 2014, janvier 2014. À Davos, l'Iran avait été et a demandé aux entreprises internationales, s'il vous plaît, revenez en Iran. Pour revenir en Iran, il fallait d'abord lever les sanctions, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on est en marche pour les lever. Il fallait surtout la stabilité et changer de modèle de contrat. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Pour l'instant, en Iran, on ne pouvait travailler qu'avec un type de contrat qui s'appelle buyback. Les Iraniens ont compris. Ils ont besoin de nouvelles technologies, ils ont besoin de produire beaucoup plus de pétrole pour leur population et pour pouvoir avoir des revenus. Et donc, ils ont accepté cet accord. C'est une révolution complète en matière de pétrole. Je vous ai dit que ce n'est pas tellement le pétrole qui est le souci aujourd'hui de l'Union européenne. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on n'en parle jamais. Le souci, c'est le gaz. Mais de même que les réserves de pétrole n'ont cessé d'augmenter, les réserves de gaz, comme vous voyez, sont en pleine croissance. Parce que c'est à la fin la même évolution technologique. Même évolution technologique, mais aussi UNCLOS, la Convention du droit de la mer, qui change tout. Que fait le président du Conseil au Mozambique? Il est allé fêter. Il est allé fêter parce que l'entreprise nationale italienne pétrolière, qui s'appelle Eni, pétrolière et gazière, a découvert un gisement de gaz extraordinaire à Rovuma. Là. La frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, c'est un fleuve qui s'appelle Rovuma, et au large de Rovuma, on a défini le bassin de Rovuma. Pourquoi? Parce que cette zone est devenue une zone économique exclusive du Mozambique, deuxième pays le plus pauvre de la planète. Rien. Et du jour au lendemain, en 2013, il devient un géant du gaz. Nous savons en Belgique que la Norvège est un pays important, n'est-ce pas, pour le gaz. On se chauffe avec du gaz norvégien, et on va voir tout à l'heure avec une autre source. La Norvège possède 2,1 téramètres cubes de gaz, 2100 milliards de mètres cubes de gaz. Ce petit gisement de Rovuma, c'est 2,4 téramètres cubes. Il n'y avait rien, tout d'un coup, c'est l'aubaine pour le pays. Que va faire ce pays? Qu'est-il en train de faire? Inviter les opérateurs industriels pour développer l'économie du pays, exploiter ce gaz et le vendre. Vendre à qui? On est
sur l'océan Indien. Hein. Vous pouvez imaginer où il va aller, ce gaz. Au large du Mozambique, il y a aussi toute une série de pitons rocheux qui portent le nom sympathique d'îles éparses et qui, dans le temps, appartenaient à la France, puisque Madagascar appartenait à la France également. Avec l'indépendance, Madagascar a dit « Mais non, ces pitons rocheux m'appartiennent ». La France dit « Pas question ». Et tous les jours, il y a des hélicoptères qui viennent déposer des gendarmes sur ces pitons rocheux pour maintenir le drapeau français. À votre avis, c'est pour mettre des éoliennes? La même entreprise italienne, ce n'est pas parce que je suis italien, c'est simplement parce que ce sont des entreprises qui font bouger les choses et que l'actualité, c'est celle-là. Je pourrais vous parler d'autres choses, mais l'actualité, c'est celle-là. Monsieur Descalzi, le CEO de Eni, est allé courir en Égypte, rencontrer le président El-Sisi au mois de septembre, parce qu'on a découvert un gisement énorme à Zohr, pas Zoro, Zohr. Gisement de gaz. On va voir tout de suite l'importance de ce gisement. Le pays a besoin de gaz, aussi pour asseoir son pouvoir. Il faut donner de la richesse au pays, donc on a besoin de gaz. Pourquoi c'est important, ce gaz, en mer? Parce qu'on doit le transporter, et c'est beaucoup plus facile du point de vue géopolitique de le transporter par bateau. C'est ce qu'on appelle la filière GNL, LNG en anglais. On transforme le gaz en liquide en le refroidissant. Simplement, un processus simple de la physique. On refroidit. Vous refroidissez du gaz, il devient liquide. On le met dans des bateaux. Ça, c'est le port de Ras Laffan dans le golfe Persique, au Qatar. Le Qatar possède 14% des réserves du monde du gaz. On le met dans un bateau et il part où le marché le décide et il arrive notamment à Zeebrugge. Il arrive à Zeebrugge et de là, vous voyez ce bateau, on le fait arriver sur Terre sous forme liquide, on le réchauffe tout simplement, on le met dans un tuyau et il arrive à Charleroi et ailleurs partout en Belgique. Dans le temps, ce processus existait aussi, mais il partait d'Algérie. Et l'Algérie a pensé que, puisque la Belgique, avec Distrigaz, avait été un client choyé et qui était content des livraisons de gaz qui ont eu lieu pendant une trentaine d'années, Sonatrach, l'entreprise algérienne, s'était dit ils vont renouveler le contrat sans aucun problème. C'était oublié que le Qatar est arrivé avec une proposition commerciale plus intéressante. Bien qu'on vient de beaucoup plus loin, on passe devant l'Algérie, on fait un coucou, on est là, et on continue, on arrive à Zeebrugge, et on a du gaz moins cher qu'en Algérie. Je vous explique ceci pour vous montrer que le marché du gaz est en pleine évolution grâce à cette filière des bateaux. Ça coûte plus cher qu'un tuyau, mais ça vous libère. D'ailleurs, vous allez voir que c'est fondamental dans la politique européenne. Ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Le Japon, comme je vous ai dit tout à l'heure, dépend beaucoup de l'énergie importée, et il importait du gaz depuis longtemps des fournisseurs habituels qu'il y a dans la zone du Pacifique, c'est-à-dire l'Australie, la Malaisie et l'Indonésie. Et puisque ce marché japonais était captif, le prix était fixé par ces trois grands pays. La Russie, qui possède la presqu'île de Sakhaline, a commencé à produire du gaz et a fourni du gaz au Japon. D'ailleurs, les Japonais ont investi avec Mitsui dans ces projets de Sakhaline. Résultat des courses, immédiatement, les Australiens, l'Indonésie et la Malaisie ont dû réduire leur prix du gaz parce qu'était entré un concurrent, la Russie. Mais l'histoire, parfois, nous joue des tours. Vous connaissez les pays baltes.
Les pays baltes, c'était l'Union soviétique, jusqu'à la chute du mur. Et donc, forcément, ces pays étaient alimentés par du gaz de l'Union soviétique, aujourd'hui de la Russie. 100% du gaz utilisé dans les pays baltes, c'était du gaz russe. Jusqu'au jour, en début de cette année, on a inauguré en Lituanie, le terminal de Klaipėda. Et immédiatement, les Russes ont dû réduire leur prix. Pourquoi? Parce que la concurrence rentre. C'est l'inverse de ce qui s'est passé au Japon. Cette fois-ci, du gaz norvégien, le gaz à Klaipėda arrive de Norvège, il permet une concurrence qui va fluidifier le marché. Tant et si bien que ce terminal de Klaipėda va être utilisé maintenant grâce à une politique européenne d'interconnexion entre les pays. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est la base du marché intérieur, c'est de faire des interconnexions pour qu'il y ait des autoroutes, pour que l'électricité et le gaz puissent circuler partout en Europe. Et dans ces projets d'interconnexion, on est en train de développer une interconnexion qui va aller de Lituanie vers la Pologne et qui va remonter de la Lituanie vers les autres pays baltes pour remonter jusqu'en Finlande, avec de l'argent du plan Juncker, de relance économique. Vous voyez comme tout se tient, hein? On n'est pas en train de développer des petites stratégies à gauche et à droite, on fait une stratégie complètement harmonisée. Mais le message ici, c'est que le gaz norvégien qui arrive là-bas va aller en Pologne et donc rentrer en concurrence avec le gaz qui provenait jusqu'à présent de Russie. On est en train de fluidifier le marché du gaz. C'est fondamental. Je vous ai parlé tout à l'heure du troisième pilier de la Révolution, le gaz de Rochemer. Ce n'est pas nouveau. Dans le même magazine que je vous ai présenté tout à l'heure, National Geographic de février 81, il y avait une double page avec cette belle photo qui vous montre qu'on savait qu'il y avait de la Rochemer. Et le titre de cette double page était « Lutter avec la roche récalcitrante ». Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous voyez que là, à l'époque, on espérait faire descendre des camions sous terre pour exploiter le gaz de Rochemer ou le pétrole de Rochemer. 1980. On n'avait pas la technologie pour le faire. Monsieur Mitchell, le fils d'un autre émigré, grec cette fois, aux États-Unis, s'est entêté à développer une technologie pour produire le gaz de Rochemer. De quoi s'agit-il? Vous voyez ici cette image qui représente ce qu'il y a aujourd'hui dans certaines maisons modernes. La cuisine et la salle à manger sont dans le même espace. Ce n'est pas comme ça souvent. Souvent, la cuisine est séparée de la salle à manger. Mais il y a des maisons où c'est le même espace. Ça, c'est le gaz de Rochemer. Rochemer signifie l'endroit où les hydrocarbures ont été formés. Et la technique de la fracturation consiste à aller dans l'endroit où ils ont été formés pour prendre les hydrocarbures dans la cuisine. Exemple, vous avez ici une Rochemer qui est toujours beaucoup plus basse que les roches sédimentaires où ont été bloqués les roches où ont été bloqués les hydrocarbures. Ça, c'est un gisement conventionnel. Vous voyez, on fait un trou et on descend, parce que là, il y a un bouchon qui a empêché l'hydrocarbure de remonter. Donc, il faut percer le bouchon et rentrer dans la roche du pétrole ou du gaz conventionnel. Dans le gaz de Rochemer, il faut descendre plus bas, aller dans la Rochemer, dans la cuisine, et rentrer de manière horizontale dans le puits pour pouvoir exploiter cette Rochemer. La Rochemer, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est reluctante, elle ne se laisse pas faire. Il faut la manipuler pour qu'elle libère son hydrocarbure. C'est la technique de la fracturation. Comment fait-on? On pompe de l'eau, on injecte de l'eau sous pression, et la pression fait éclater des micro-fissures qui permettent à l'hydrocarbure de sortir. Mais pour qu'il puisse sortir, il faut que vous puissiez enlever l'eau. Sinon, l'hydrocarbure ne sortira jamais si vous maintenez la pression. Donc la technique consistait à envoyer de l'eau
fracturer, enlever la pression de l'eau et puis faire remonter le gaz. On produit comme ça depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis, le brave M. Mitchell a eu une idée de génie. Il a ajouté dans l'eau du sable. En enlevant la pression d'eau, les particules de sable restent dans les microfissures et les microfissures restent ouvertes. C'est l'œuf de Colomb. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on peut récupérer le gaz ou le pétrole qui était dans la roche-mère. C'est une révolution. Vous avez ici à gauche la productivité par puits de pétrole et à droite la productivité par gaz, par puits de gaz. Et vous voyez qu'en 2006, on produisait déjà, n'est-ce pas? Vous voyez? Là aussi, on produisait. Mais c'est simplement à partir du moment où on a découvert cette technique beaucoup plus simple de fracturation que la technologie s'est envolée. Et comme vous le voyez, on est au début de cette révolution. Moi, je pense que cette envolée de la productivité va continuer encore pendant longtemps. C'est comme ça que fonctionne la science. Ça prend du temps, puis il y a une longue période de développement, puis ça se sature. Je crois qu'on est encore dans la période de développement. On verra bien, mais c'est ce que je pense. Et de toute façon, la période de développement est quand même fulgurante. Voici la production de pétrole aux États-Unis. C'est ce qui faisait dire en 1970 qu'il y avait un pic de pétrole. Retour aux erreurs du passé. Et vous voyez, je vais quand même enlever parce que c'est plus simple sans les détails, vous voyez la montée en flèche de la production de pétrole aux États-Unis. Jamais dans l'histoire pétrolière depuis 1920, il y a eu cette envolée du pétrole. Ça n'a rien à voir avec la géopolitique, ça n'a rien à voir avec l'Iran, c'est le contraire. La géopolitique a à voir avec ceci. C'est énorme ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est énorme au point qu'il faut tourner la page de 40 ans d'histoire de la politique de l'énergie. Ça pollue? Non, ça ne pollue pas. Dans tous les forages de pétrole, que ce soit pour forer pour du pétrole conventionnel, que ce soit pour forer pour du gaz conventionnel ou du roche-mère, c'est toujours la même technique. On doit passer, lorsqu'elle existe, une nappe phréatique, et lorsque la nappe phréatique est avec de l'eau potable, c'est encore plus délicat, il faut absolument protéger ce passage. Comment ça se fait? Ça se fait depuis une cinquantaine d'années de la même façon, avec ce qu'on appelle des casings. Vous avez le tube de forage principal avec des forages de plus en plus gros dans lequel on vient couler un béton particulier. Parce que, comme même principe que les centrales nucléaires, s'il y a une fuite, il faut que ça soit arrêté plus loin. S'il y a une fuite, il faut que ça soit arrêté plus loin. Ça, on le fait dans tous les forages du monde entier. Ça n'a rien à voir avec le gaz de roche-mère, s'il vous plaît. Quand on vous parle de géothermie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe qu'on est en train de traverser la nappe phréatique? Non. Pourquoi? Parce qu'on utilise le casing. Pour la géothermie, on fait exactement la même chose. Et donc, il ne peut pas avoir de pollution au niveau des aquifères. Je répète, il n'y a pas des aquifères partout. Et je répète, tous les aquifères ne sont pas d'eau potable. Mais malgré tout, on fait toujours cette opération de casing. Oui, mais on utilise des produits chimiques. Ben oui, on utilise des produits chimiques. Vous voyez la preuve, là, on a introduit des produits chimiques dans la fracturation hydraulique. Ils portent un bon nom. Tensioactif. Nous en mettons tous les jours dans notre bouche. Et nous l'utilisons tous les jours pour faire la vaisselle. Le même genre de produit, des tensioactifs. C'est ce qui sert à faire couler l'eau plus facilement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il faut rentrer dans la roche-mère de manière horizontale. Et il faut que l'eau pénètre dans les fissures. Enfin, faire créer les fissures. Et donc l'eau doit couler. Pour que l'eau coule, on met du savon. On le sait, on le fait tous les jours. Et de plus en plus, on utilise du savon biodégradable.
produit à partir du guar. Qu'est-ce que c'est le guar? C'est des produits qu'on utilise dans le jambon bio. C'est ça les produits qu'on utilise pour faire la fracturation hydraulique. Des produits bio. Si on introduit des bactéries dans le gisement, ces bactéries vont détruire immédiatement les hydrocarbures. Donc il faut tout nettoyer et éviter d'introduire des bactéries, parce qu'elles vont bouffer immédiatement les hydrocarbures. Comment est-ce qu'on fait pour se désinfecter, pour éviter les bactéries? Vous allez dans un hôpital et vous allez le voir tout de suite. On utilise ce qu'on appelle des biocides. Voilà le genre de produits qu'on utilise pour faire la fracturation hydraulique. Des produits de la vie courante. Je vais passer ça, parce que je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Donc, on se retrouve avec un monde où il y a plus de pétrole, plus de gaz. Mais comment faire pour que ce gaz arrive en Europe, pour qu'on puisse ne plus avoir de poids géopolitique? Cette partie du monde est très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a dans tous les bassins, tous les pays alentours de la mer Caspienne, il y a du gaz et du pétrole. Vous vous souvenez tout à l'heure, la bataille de Stalingrad? C'était pour descendre à Bakou ici. La mer Noire est un passage obligé pour transporter par là. Et pendant des années, on s'est dit, on va essayer de traverser la Turquie pour remonter vers l'Europe avec du gaz. On a appelé ça le projet Nabucco, c'est pour ça que j'ai mis Va Pensiero. Et puis ce projet est tombé à l'eau. Il y avait même l'idée de faire arriver du gaz en Israël via la Turquie. Parce qu'à l'époque, la Turquie était en bonne relation avec Israël et Israël n'avait pas encore découvert les gisements de gaz dont je vais vous parler. Et puis les Russes, pour concurrencer ce Nabucco, ont dit on va traverser la mer Noire et on va remonter vers l'Europe avec du gaz. C'était le gazoduc South Stream. Puis tout ça est tombé à l'eau pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, on est en train de construire un gazoduc qui va traverser l'Anatolie, remonter vers la Grèce, traverser l'Albanie et arriver dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Ceci s'appelle le TANAP et ceci le TAP. TANAP, Trans-Anatolian, on traverse l'Anatolie. Et le TAP, on traverse l'Adriatique. Et donc, en conséquence, les Russes ont supprimé leur projet, qui devait apporter du gaz vers l'Europe. Et ils ont proposé un gazoduc vers la Turquie, mais depuis l'affaire de la Syrie, tout ça est tombé en l'eau aussi. Donc vous voyez comme on est en pleine révolution, là. Des projets naissent et puis ils disparaissent tout aussi rapidement parce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. On n'était pas habitué à tout cela. On était habitué à la peur et aujourd'hui on est habitué à qu'est-ce qu'on fait? Il y en a tellement, où va-t-on le prendre? On va rentrer maintenant dans le détail de ce qui se passe ici. Ça va être la dernière partie de ma présentation. Les zones économiques exclusives ont été définies. Je vous ai dit, la Convention du droit de la mer définit des zones économiques exclusives. Il reste une petite dispute entre Israël et le Liban, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, Israël a une zone, ici, en son pouvoir, pour produire, s'il y avait du gaz ou des hydrocarbures. Eh bien oui, il y en avait. Ils ont découvert un premier gisement en 2007, qu'ils ont appelé Tamar, du nom de la fille du géologue qui l'a découvert, de la petite fille, pardon. Et puis, quelque temps, ils ont commencé à exploiter ce gisement en 2013, mars 2013, et Israël est alimenté en gaz à présent à partir de Tamar. Pour l'anecdote, pour détendre un peu l'atmosphère, en 1972, pour la première fois, un chancelier allemand rendait visite à Israël. Et Madame Golda Meir a offert un dîner, comme ça se fait toujours, au chef d'État et au chancelier, Willy Brandt, pardon, Monsieur Willy Brandt. Et pendant le toast qu'elle a offert à Monsieur Willy Brandt, ça se fait toujours, elle a un mot d'humour, et elle a dit « Nous, les Juifs, nous en voulons quand même à Moïse, parce qu'après nous avoir fait
pérégriné pendant 40 ans, une autre quarantaine, dans le désert. Il nous a amenés dans le seul endroit du Moyen-Orient où il n'y a pas d'hydrocarbures. Elle avait raison jusqu'en 2007. On vient de découvrir des hydrocarbures grâce à la révolution technologique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Et donc, Israël, maintenant, est alimenté à partir de son site de Tamar. Et puis, ils ont découvert un autre gisement qu'ils ont appelé Léviathan, parce que dans la Bible, Léviathan, c'est un animal grand. Et donc, ils ont appelé ce gisement Léviathan parce qu'il était beaucoup plus grand que Tamar. Ceci représente 120 années de consommation de gaz en Israël. C'est beaucoup trop. Il faut donc l'exporter. Mais l'exporter comment? Comment va-t-on exporter du gaz quand on est entouré de pays avec qui on n'est pas en paix? Ce n'est pas évident. Heureusement, les mêmes compagnies qui ont cherché ce pétrole ont découvert un gisement de l'autre côté de la frontière, à Aphrodite, dans la zone économique exclusive de Chypre, dans l'Union européenne. Et donc, tout de suite, les Chypriotes se sont dit, mais puisqu'on est tout proche là-bas, faisons un gazoduc, qui va jusqu'à Chypre, et là, on construit une usine LNG, comme au Qatar, et on peut exporter du gaz vers la Belgique et le reste de l'Europe. Oui, sauf qu'on a commencé à avoir des ennuis administratifs en Israël. Je vais y revenir. Et on s'est dit, peut-être que c'est peut-être plus simple d'utiliser un gazoduc qui avant partait de El Arish et alimentait Israël en gaz. Parce que figurez-vous que dans les accords de Camp David, pour la paix entre l'Égypte et Israël, c'était l'inverse, c'était l'Égypte qui devait alimenter en gaz Israël. Ici, on s'est dit, oui, il y a un terminal là-bas, pourquoi ne pas faire arriver le gaz d'Israël en Égypte et de là l'exporter vers l'Europe? Le chef de l'autorité de la concurrence en Israël s'est préoccupé de la situation. Il a dit, tout ça appartient aux mêmes entreprises, c'est pas bon, il faut de la concurrence, il y aura riche de monopoles. Et donc, depuis des années, Israël ne parvient pas à décider ce qu'il faut faire. En attendant, les Égyptiens ont découvert ce gisement de Zohr. Ils n'ont plus besoin de ceci, parce que ça devient une concurrence. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont alimenter El Arish ou bien Damietta, qui est un autre terminal, à partir de Zohr. Ici, on reprend la Norvège, 2,1. L'ensemble d'Israël, ça fait 0,9 Tm3, et Zohr, ça fait 0,8 Tm3. Un gisement, le tiers de la Norvège. C'est énorme, c'est gigantesque. Et toute cette zone, les géologues le disent, est remplie de réserves. Que vont faire les Égyptiens, à votre avis? Ils vont se dépêcher de produire de plus en plus de gaz pour le vendre. Tout Chypre, toute cette zone de Chypre est en prospection aussi. Je reviens à ma Méditerranée avec cette fois-ci une vue plus large. Résumons. L'Europe aujourd'hui est alimentée par la Russie, la Norvège, l'Algérie par des tuyaux. Également un peu la Libye, mais aujourd'hui c'était complètement à l'arrêt puisque c'est le chaos. Donc on est alimenté avec du gaz qu'on paye cher parce qu'on a des contrats de long terme. C'est la slide que j'ai passée tout à l'heure parce que sinon ça va être trop long. Il y a du gaz qui arrive du Qatar, d'Australie, du Moyen-Orient, bientôt d'Iran, puisque l'Iran va pouvoir produire également. Il arrive déjà du Nigeria, il va arriver de la mer Caspienne, comme on l'a vu, et il va arriver des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, eux aussi, ne savent plus quoi faire avec leur gaz. Conclusion, nous avons, et l'Égypte, comme je viens de le dire, nous avons dans la Méditerranée une nouveauté. Trop de gaz. C'est très bien, parce que cette fois-ci, ce ne sont plus les producteurs de gaz qui vont nous fixer les conditions du marché, c'est nous, Union européenne, ou plutôt entreprises de l'Union européenne, ce n'est pas l'Union européenne qui négocie, les entreprises de l'Union européenne qui vont négocier un prix du gaz. On appelle cette stratégie le hub de la Méditerranée. En français, la plateforme du gaz de la Méditerranée.
Qu'est-ce que c'est une plateforme? C'est un endroit où on fixe un prix à partir de différentes alimentations. Différentes alimentations, comme vous le voyez, vont confluer vers la mer Méditerranée, et là, on va pouvoir fixer un prix. Ce prix ne sera plus le prix fixé par la Russie ou la Norvège, ou même l'Algérie. Ça va être un prix concurrentiel. Et donc, on s'attend à avoir une géopolitique du gaz en Union européenne beaucoup plus flexible, beaucoup plus favorable à des conditions de marché plus favorables. Rappelez-vous ce que je viens de dire avec la Lituanie. Donc tout ça est en train de confluer pour changer complètement la politique d'approvisionnement gazière de l'Union européenne. Vous avez ici deux graphiques qui vous montrent la répartition des énergies telles qu'on les prévoit dans différents scénarios. J'en prends un, mais ils sont à peu près tous les mêmes, pour ce qui était le passé et ce qu'il sera le futur dans l'avenir. Et vous voyez qu'il y a à peu près une stabilisation avec une légère diminution en pourcentage du charbon, on passerait de 30 à 26%, le pétrole passerait de 32 à 28%, le gaz, lui, augmenterait de 24 à 26%, et les énergies renouvelables, 3% dans le monde aujourd'hui, vont passer à 8%, presque triplé. C'est énorme, 300% en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique partout de produire des énergies renouvelables. Mais vous voyez que malgré tout, ça ne remplace pas la partie énergie fossile. C'est un peu le calcul qu'on a fait tout à l'heure pour l'Union européenne. Ça, c'est pour le monde. On va diminuer, on était à 86% qui étaient des énergies fossiles, on va diminuer à 80%. Mais le monde reste quand même un monde d'énergie fossile. C'est préoccupant. Parce que dans le monde, il y a des gens qui ne vivent pas comme nous à Charleroi ou en Belgique, qui vivent comme ceci, avec ce qu'on appelle la pauvreté énergétique. Il y a dans le monde 2 milliards 700 millions, 5 fois la population européenne, qui vit comme ça. 5 fois la population européenne qui cuisine comme nos arrière-arrière-grands-parents cuisinaient. Ceci, c'est un marché d'excréments. On vend les excréments pour pouvoir cuisiner. Pas pour chauffer les maisons, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a en plus 1 milliard 300 millions qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Si on compte les gens qui ont accès de temps en temps, ben on doit tourner aux alentours de 2 milliards, 2 milliards et demi. Le milliard 3 dont je vous parle, ce n'est pas du tout. Au Congo, il y a 11% de la population qui est connectée à l'électricité. Donc, les dirigeants de ces pays n'ont qu'un espoir, et avec une population en croissance, les dirigeants de ces pays n'ont qu'un espoir. C'est augmenter la richesse des gens, et quand on augmente la richesse des gens, on augmente la consommation d'énergie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a un problème de long terme. Parce que nous allons faire des économies d'énergie, on va réduire notre consommation d'énergie en Europe. Mais ça ne va rien changer au niveau mondial. C'est là qu'est le défi. Voici le même graphique en valeur absolue. Vous voyez que ça change complètement quand on présente un graphique en pourcentage et cette fois-ci en valeur absolue. Oui, les énergies renouvelables vont être multipliées par 3, mais il y aura plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz. Pourquoi? Pour arrêter ceci. Il n'y aura pas assez de développement d'énergie renouvelable parce qu'eux n'ont pas d'argent pour installer les panneaux photovoltaïques. L'enjeu de la conférence, un des enjeux de la conférence de Paris, c'est de ramasser 100 milliards de dollars, on oublie toujours de dire par an. 100 milliards de dollars par an pour essayer d'éviter cela. Ben oui, ça coûte cher. Et donc, résultat des courses en entendant, ben ça va être une croissance de la demande dans tous ces pays, de toutes les formes d'énergie, bien entendu avec plus d'énergie renouvelable, mais aussi avec plus d'énergie fossile.
Voici la production d'électricité dans le monde depuis 1990. Et vous voyez une augmentation de toutes les formes d'énergie utilisées dans la production d'électricité, sauf le pétrole qui diminue, parce qu'on ne produit pas de l'électricité avec du pétrole, c'est un produit de luxe. Et vous voyez l'explosion de la demande de charbon. 41% de la production d'électricité dans le monde, c'est le charbon. Et comme vous le voyez, ça ne cesse d'augmenter. Pas seulement à cause de la Chine, à cause de tous les pays en développement. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie la moins chère. Et ces gens-là, quand on est pauvre, on utilise ce qui est moins cher. Et le moins cher, c'est le charbon. Voici la répartition des pays qui utilisent du charbon pour la production d'électricité. L'Afrique du Sud, 94%. La Pologne, 84%. La Serbie, 76%. La Chine, 79%. Israël, 70%. Pourquoi? Question de sécurité. Il ne faut pas avoir d'ennui. Donc, on se retrouve avec énormément de pays. La Grèce, 56% de lignite. On se retrouve avec énormément de pays qui produisent leur électricité avec du charbon. Il n'y a pas de problème géopolitique pour le charbon, mais il y a les conséquences des émissions de CO2. Voici la consommation d'énergie en Chine. 70% de l'énergie chinoise, c'est du charbon. Et le pétrole ne représente que 18%. Ça, c'est unique au monde. En Europe, le pétrole, ça représente 45%, 43-44%. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'énergie qu'ils ont. Voici la consommation de charbon en Chine. C'est pas facile d'inverser cela. Hein? C'est ça l'enjeu de la conférence de Paris. Comment faire pour convaincre les Chinois qu'il faut inverser cette tendance? Mais même si vous l'inversez, ça va prendre des années. Voici la conséquence de l'utilisation du charbon, du pétrole, des énergies fossiles. Le mauvais côté, les émissions de CO2. Et vous voyez que la Chine est le premier producteur d'émissions de CO2, 27%. L'Europe, seulement 11%. C'est pour ça que ce n'est pas facile de négocier à Paris. Parce que même si l'Union européenne vient avec cet objectif de 40%, ben on a joué uniquement sur cette partie-là. Et les autres, il faut aussi les convaincre à bouger et suivre la tendance. Voici le résultat des émissions de CO2 dans le monde. Et vous voyez que l'Inde est en pleine croissance exponentielle en production de CO2. L'Union européenne, elle, depuis qu'elle a mis en œuvre cette politique, est en train de diminuer ses émissions de CO2. Donc nous sommes les bons élèves au niveau mondial. Les États-Unis aussi sont en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent de plus en plus de gaz. Ils ont tellement de gaz qu'ils l'utilisent pour produire de l'électricité et ils envoient leur charbon en Allemagne. Mais il manque quelqu'un dans ce graphique. La Chine. Vous êtes assis? Ça, c'est l'enjeu de la conférence de Paris. Comment faire pour que les Chinois émettent moins de CO2 quand on consomme 70% de son énergie à partir du charbon? C'est pas facile. Je termine. Et le nucléaire, allez-vous me dire? Il n'y a pas de problème géopolitique. Il y a d'autres problèmes. Mais la leçon, c'était sur la géopolitique. Donc je ne vais pas en parler du nucléaire, simplement pour vous dire que ça représente quand même 28% de la production d'électricité en Europe, que ce n'est pas parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire et qu'en Belgique on tergiverse. Il y a en Europe 16 pays nucléarisés ou qui vont construire des centrales nucléaires. Donc le nucléaire en Europe n'est pas mort, et dans le monde non plus. Et du point de vue réserve, vous avez les graphiques là, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est clair qu'il n'y a pas de problème géopolitique du côté du nucléaire. En début de réunion, on vous a présenté ce livre, L'énergie de la guerre vers la paix et la sécurité, qui a été publié par l'Académie. J'ai écrit ce livre avec une forte conviction que les erreurs du passé d'avoir utilisé l'énergie comme
instrument de tension dans le monde et parfois de guerre. Si on est intelligent, on peut inverser cette tendance. Si on a des gens de bonne volonté qui veulent bien comprendre que l'énergie ne doit plus être un élément de confrontation, mais un élément d'unification, comme nous l'avons fait en Europe, on peut aller vers un monde différent. On peut aller vers la paix. On peut se casser la tête pour apporter de l'énergie aux pays pauvres. On peut essayer de trouver des solutions pour que ces gens-là vivent dans la dignité. Il y a assez d'énergie pour cela. Et donc j'espère que, peut-être pas d'ici 5 ans, peut-être pas d'ici 10 ans, mais un peu à la fois, lorsqu'on aura oublié la quarantaine dans laquelle on a vécu, que la prospérité, grâce à l'énergie, sera disponible pour tous les citoyens de la planète. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le graphiste de l'Académie qui a inventé un derrick avec du pétrole en abondance, avec une colombe de la paix. Je trouve que ce symbole qui a été découvert par le graphiste de l'Académie, c'était fantastique. Voilà, je vous présente aussi quelques livres que mon épouse vous présentera à la sortie, qui expliquent un peu ce que je vous ai présenté. Je vous donne mon adresse email parce que peut-être que vous voulez me contacter par email si vous n'osez pas en parler en public, me contredire en public. Je réponds toujours aux emails, donc vous pouvez aussi réagir par email. Ça sera un plaisir de dialoguer avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation de la part de l'Académie et merci beaucoup d'être venu à cette leçon.